Allez, salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, toujours pas de flux futur, donc ce matin on va essayer de remplir un peu le vase, on va parler un peu de la Fed. Ce qui s'est dit en soi, j'en ai strictement rien à foutre, mais bon, on va le résumer en quelques mots, donc c'est un entre-deux, purement ce qui était attendu, aucun commentaire n'a été fait, en tout cas pas à ma connaissance, sur les attaques directes de Donald Trump sur la personne de Monsieur Powell, qui choisit donc en bon banquier communicant de ne pas répondre à des allégations futiles et stupides de Monsieur Trump, mais c'est pas grave. En tout cas, ça a l'air de plaire à Wall Street, qui se dirige vers les sommets historiques, toujours plus fou, toujours plus con, mais bon, en attendant, ça paye. Donc toujours pareil, on verra ça dans la gestion du risque. Est-ce qu'il faut couper, pas couper, quelles sont les conditions qui déclencheront une invalidation, et ainsi de suite. On va parler des Bitcoin d'abord, puisque ça intéresse pas mal de monde. Donc hier ça réagit sur le support ici, hein, donc ça ne casse pas les 9000 malgré une tentative, donc mèche basse, et on repart dans le haut du range. J'ai envie de dire, ça sent effectivement la phase volatilité et très probablement à suivre, donc normalement une poursuite légèrement haussière pour atteindre la zone supérieure des 9006. C'est ce qui me semble en l'état quand même le plus probable, étant donné que ça ne veut pas casser les supports. Donc c'est toujours pareil, une bulle, c'est quand les cons veulent acheter, ils vont faire monter les prix. Ça ne se fait évidemment sans aucun volume, sans aucun intérêt réel. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de récupérer le trade à faible risque, c'est-à-dire le moment où les gugus n'achètent plus et ils vont tous devoir revendre, puisque leurs rêves déchus vont se déchirer probablement devant leurs yeux. Donc le principe est de dire, moi ça m'intéresse de choper l'effondrement spéculatif qui va suivre, tout simplement parce qu'il n'y a rien fondamentalement qui justifie la hausse du Bitcoin. Alors oui, certains vont dire, mais on a baissé tellement fort. Oui, mais bon, en attendant, pour reprendre 50%, pardon, pour faire 200%, il faut quand même qu'il y ait une raison, et pour l'instant, je n'en vois aucune. Alors, la crypto de Facebook, c'est juste de la merde. Enfin bref, je vais sortir des jugements de valeur. Donc pour moi, ça vaut rien, étant donné la capitalisation qu'elle représente pour l'instant, c'est-à-dire peanuts. Donc tout ce qui m'intéresse, c'est de rester sur les big caps, les majeurs. Et les majeurs, qu'est-ce qu'elles font? Elles font joujou dans un range. Elles risquent d'aller chercher un petit peu plus haut pour essayer d'attirer toujours plus de cons dans le schéma parabolique. Mais évidemment, pour moi, c'est la dernière. Alors il faut capter qu'en général, dans ces schémas donc paraboliques, la vague 5, d'accord, elle est souvent à beaucoup plus courte que la 3, hein. C'est-à-dire que là c'est là où on est parabolique, on est débilos, hop, ça passe pas, et donc il reste une petite poussade ici qui sera beaucoup plus rapide que ça. Donc si vous attendez à dire, ah là, le trade il va arriver, je sais pas, 30 juin, un truc comme ça. Non, non, là, moi, à mon avis, on est là-haut dans quelques jours, et il faudra pas hésiter à shorter les signaux vendeurs qui pourront apparaître. Évidemment, si ça déborde la zone ici et qu'on va chasser au-dessus des 10 000, laissez faire, d'accord, hein, il s'agit bien des mouvements paraboliques. Le dernier mouvement peut sans problème donner aucune réaction dans cette zone-là et aller piper direct dans la zone des 10 000. Tout comme ça peut venir ici, tout le monde pense qu'on va à 10 000, tous les cons achètent, et hop, on reverse, et là, c'est évidemment le contre-pied qui se met en place, cassure des moyennes de prix, et tutti quanti arrivera ensuite. De toute façon, je l'ai dit, on reviendra chercher le bas de range, donc c'est minimum pour ma part du bon gros 6004 à faire derrière, hein, donc un effondrement spéculatif, toujours le même schéma. Donc je ne sais pas si on s'arrête là ou si on va là, je m'en fous, tout ce qui m'importe moi c'est de choper ça derrière, c'est-à-dire le mouvement où ici, hop, c'est l'effondrement spéculatif, tout le monde se rend compte qu'il faut sortir de là, on pousse un petit peu pour aller sous le support, parce que c'est ce qu'on fait généralement. Ici, on a un très faible volume, donc je pense que c'est là où ça risque de bloquer. Hein, je vous rappelle, ceci est une structure de tendance haussière. Donc toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait dans une tendance haussière, quand on cherche des niveaux de retracement? Soit on utilise que ces Fibos, c'est le plus simple. Dans ce cas-là, je vous dis, c'est minimum 61 pour racheter, c'est-à-dire ici, voire 76,4. Moi, c'est là, dans cette zone-là, que je préférerais racheter BTC. Mais si vous voulez encore un peu plus de précision pour être très agressif, uniquement pour les expérimenter, vous savez que normalement vous sortez immédiatement votre boîte à outils de la tendance, c'est-à-dire que quand on va retracer un mouvement directionnel, vous utilisez votre fixed range et comme de par hasard, où est-ce que vous voyez du volume? Bon, voilà. Ça, est-ce que ça fera un support dans un effondrement spéculatif? Très peu probable. Tout simplement, regardez toujours. On part du POC et voyez, ça, vous voyez la couleur noire, il y en a qui m'ont posé des questions. Couleur noire et couleur blanche, c'est quoi? En fait, là, ça veut dire que ici, vous avez 70% du volume. Ça représente 30%.
5%. Donc il est où le volume? Il est en bas, donc évidemment qu'on n'ira pas retracer jusqu'à cette zone de prix, ça me semble quasiment impossible. Ou alors si on y va, mais on n'y tiendra même pas une seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle une queue de vente. C'est-à-dire qu'ici, en fait, c'est là où on a du buy and hold, c'est là où vous voyez le gros volume, on n'y retournera jamais. En gros, si vous n'avez pas acheté dans ces zones-là, ces prix-là, vous les aurez jamais. Voilà, vous ne pourrez probablement pas les retrouver. Par contre, ça, il y a de fortes chances qu'on les retrouve. Donc 5002, si vous vous dites, ah non, 5002, mais il délire complètement, Phil, c'est beaucoup trop loin. Bon, on en reparlera dans quelques semaines, puisque moi je pense sincèrement que c'est là qu'on va retourner. Bref, donc 5002, c'est le niveau à garder un peu en tête pour l'instant, hein, donc on étale le volume, mais je pense qu'on est plutôt sur les fins de mouvement plutôt que des débuts de quelque chose. Voilà, donc toujours un peu de patience, les autres cryptos n'ont toujours pas franchi leur résistance, hein, donc encore une fois, ça parle, ça ouvre bien grand leur gueule, mais il n'y a pas grand monde qui propose des scénarios de trading, que ce soit à l'achat ou à la vente, hein. Moi je vous en propose un depuis toujours, j'attends simplement là qu'ils se mettent en place. Les scénarios, dans cette zone-là, il y en a certains qui les ont pris, dans le range, hein, d'accord, tout simplement, donc ont pris leur trade de range. Moi, je préfère pas trop faire ce genre de truc. Je l'ai fait sur celui-là de range. Je me suis dit, bon, celui-là, je m'y attaque pas, puis j'avais déjà raté le signal. Donc pour moi, le prochain, c'est un peu l'équivalent de reprendre des shorts comme on avait fait sur cela, ici, mais avec évidemment cette fois beaucoup plus de chances de choper l'effondrement spéculatif. On ne sait jamais avant, hein. Moi, autant quand je vendais ici, j'étais persuadé d'avoir le prix qui me donnerait l'effondrement spéculatif, et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ici on forme un support. Bon, on forme un support, on va donc chercher l'effondrement spéculatif avec des prix un peu plus élevés. Bref, donc on suit des schémas. Le trade à plus faible risque, c'est de choper et de tenter l'effondrement spéculatif. On est dans une bulle, donc on est évidemment toujours très précis, on accepte d'avoir tort et on ne vient pas courir et on ne lutte pas contre évidemment les acheteurs. Quand ils réussissent, vous leur dites simplement bravo et on se verra la prochaine fois. Vous savez simplement comment se finit la musique. Ils gagnent de l'argent. C'est bien, voilà, ils vont se vanter sur les réseaux, mais quand ça va déclencher l'effondrement spéculatif, pour la plupart, ils n'auront pas encaissé les gains. C'est-à-dire qu'ils achètent tous un peu par là, ils ont des prix de revient moyens ici, hein, 8002, 8000 en moyenne, hein, voilà, un acheteur moyen va avoir un prix de revient, voilà, on va dire, entre 7005 et 8002. Et le principe, c'est qu'il n'y en a aucun qui voit venir l'effondrement spéculatif, ou alors ils se disent, oui, effectivement, c'est probable, mais voilà, bon, en attendant, donc il reste toujours haussier, jusqu'au moment où ça va baisser. Mais quand ça va baisser d'un coup. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on reprendra des journées à moins 25, moins 30% très vite. Et quand elles vont arriver, ces journées, on va très vite aller chercher immédiatement les stops de ces gars-là. Ce qui fait qu'ils se seront vantés d'avoir réussi, d'avoir trouvé le bottom du Bitcoin, du machin, mais ils vont perdre tous leurs gains probablement d'un coup. Parce que ces gars-là ne sauront pas sortir. Ils n'ont pas d'objectif parce qu'ils n'ont pas de scénario. Ils sont probablement tous en train de viser 12005, 12006, et si ça se trouve, ces prix, on n'ira même pas les chercher. On va se retourner brutalement avant, et ils vont faire « Ah merde, je l'avais pas vu venir, putain, bon, si j'avais su, j'aurais encaissé mes gains. » Bref, le panade habituel du débutant, quoi. Alors que, évidemment, si vous avez des objectifs, là, c'est déjà beaucoup mieux, c'est de dire, bon, si vous avez acheté, ça me va, moi, il n'y a pas de problème. Mais il fallait que vous ayez des objectifs. On n'achète pas en disant, ouais, voilà, on va aller là ou on va aller là. C'est de dire, le risque, c'est l'effondrement spéculatif. Plus on monte, plus ça risque de tomber fort. Donc, évidemment, il ne faut pas être le dernier gland qui reste à l'achat pour se faire stopper et perdre tous ses gains, hein, voire prendre une perte derrière. Donc le principe est de dire, moi c'est ce trade-là que je veux récupérer, celui où on efface tous les glands à l'achat, qui tout simplement n'avaient pas de scénario, si ce n'était d'acheter pour Dieu sait quoi, pour revendre à quelqu'un, voilà. Ça il faut faire attention. Voilà pour les cryptos. Je vous rappelle que je ne suis pas là demain, donc la prochaine fois qu'on se reparle, c'est lundi. Donc là, pour les cryptos, moi, je n'ai rien d'autre à faire. Je pourrais trader, hein, évidemment, si nécessaire. Ce qui m'emmerderait, ce serait qu'on aille chercher cette zone-là ou cette zone-là pendant le week-end, ce qui fait que, évidemment, je ne pourrais pas les vendre avec le CFD. Donc, évidemment, si les signaux de vente arrivent, que vous avez la possibilité de prendre des ventes à découvert, libre à vous de faire comme vous voulez. Moi, je ne pourrais pas. Je peux le faire qu'avec des CFD et ils seront fermés ce week-end. Donc, voilà. Moi, c'est un peu comme ça. Donc, j'aimerais bien que ça ne se passe pas pendant le week-end. Comme par hasard, j'ai un peu le sentiment que ça va se produire pendant le week-end. Donc, bon, écoutez, si je rate le trade, c'est pas grave. Hein. Il y a autre chose dans la vie que le Bitcoin. Donc, voilà. Mais, et bien évidemment, hein, je vous ai identifié mes zones. Si je peux trader dans une des zones avec un signal 4 heures, j'hésiterai pas à le faire. C'est à peu près tout. Alors BNB, je vous en ai parlé donc hier, je vous ai dit ça, faites attention. Si vous voyez qu'on se dirige vers un breakout en horaire, c'est-à-dire une accumulation, soyez prudent,
pour ceux qui jouaient les scénarios vendeurs, d'accord, vous ne faites pas enfler la tronche. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit encore super bullish pour l'instant, on est toujours dans le range est mature, hein, donc 1, 2, 3, 4 contacts. J'ai plutôt tendance à penser que le prochain est plutôt parti pour réaliser le breakout, entre guillemets, ça fait ça revient chercher un peu le canal de tendance, et on repart derrière. Donc si jamais ça vous fait ça, vous pouvez reprendre des achats sur BNB. En tout cas, les stratégies vendeuses, faudra arrêter, hein. De toute façon, là, pour moi, le range est mature. Rester vendeur alors qu'on vient d'une tendance haussière, c'est quand même très compliqué. Attention, c'est aussi typiquement le genre de range qui peut sortir par le bas, hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, si ce range-là, on vient former l'accumulation au niveau du support, c'est-à-dire inverse, on fait ça, là, évidemment, vous n'hésitez pas à prendre ce breakout à la vente pour un renfort et une confirmation des trades short. Voilà. Mais là, tout simplement, si vous avez pris des shorts dans ce marché-là, sachez que la longue latéralisation qu'on a eue fait qu'on a un range mature en horaire. Voilà. Après, je n'avais pas vu ça. Voilà. On a quand même 2 belles pondérations baissières dans ce range. Donc voilà, hein. Ça ne veut pas dire passer à l'achat du BNB. Je vous dis surveiller au cas où il y a une sortie haussière. Maintenant, attention, hein, que ce range-là, il vienne ici. D'accord? S'il fait ça d'abord, mais qu'il n'y a pas de structure d'accumulation, c'est-à-dire si le canal de tendance derrière est cassé et qu'on revient chercher le contexte acheteur et qu'on fait un breakout baissier, même chose, on s'en fout, hein, voilà. Vous ne prenez que des structures de type breakout. Si vous voulez racheter, vous regardez des breakouts haussiers. Si vous avez toujours une vision vendeuse et les indicateurs ont plutôt l'air de dire que c'est plutôt un range orienté short, dans ce cas-là, vous essayerez de choper la sortie baissière de ce marché. Là, je vous rappelle qu'on est potentiellement dans un cadre d'accumulation. C'est-à-dire là, on va faire contexte. On échoue sur le canal de tendance. Si on revient chercher le contexte, ici, breakout est possible, hein. D'accord. Bon, moi, dans ces cas-là, je préférais quand même un petit pullback un peu plus rapide. C'est-à-dire que là, la distance entre les deux contacts de support me semble un petit peu costaud. Voilà. Mais disons qu'ici, 140 barres. Donc, voilà. Attendez bien, contexte, d'accord. Et normalement, il faut casser le contexte, d'accord. Enfin, essayer de passer sous le contexte, revenir dire un petit bonjour à la tendance pour dire au revoir une dernière fois au range, et ensuite, normalement, on y va comme il faut. Donc normalement, ces cassures de cette ligne de tendance, tout le monde l'a vu. Donc voilà, vous la mettez, vous dites, on va venir la tester un petit coup, peut-être rebondir et l'enfoncer, c'est l'objectif. D'accord? Casser donc à la fois la moyenne de prix et le support sur BNB pour déclencher le renversement baissier de ce marché-là. Évidemment, ça se produira probablement en même temps que Bitcoin s'il devait se péter la tronche et les autres cryptos, hein. Donc si on devait se diriger vers une saison hivernale de crypto, ça risque d'arriver en même temps sur BNB. Allez, les autres marchés, donc la Fed. Alors la Fed parle, blablabla. Qu'est-ce qu'on fait? On a surtout explosé les résistances sur le gold. Le dollar ne parvient pas à faire le job et la baisse du dollar fait donc monter les indices. Alors, c'est toujours le même paradigme, hein, c'est de dire, il y en a un qui ment, c'est juste pas possible, hein. Vous avez donc les taux qui baissent, donc les gérants recherchent des contrats obligataires, toujours. Ils achètent du gold, ils achètent du yen, ils vendent du dollar, et comment se fait-il qu'ils achètent encore des actions? Alors ça, moi je comprends toujours pas. Il y a clairement un gros menteur dans ces pricing. Et je vais être très honnête avec vous, quand je vois les volumes d'exécution sur les indices, alors que la Fed était attendue, mais carrément au tournant, je me dis waouh, ok. Donc hier, il ne se passe rien, personne ne trade. En réalité, sur les actions, il y a très peu de flux, il y a très peu de volume. Donc voilà, moi je pense qu'il faut arrêter tout simplement d'essayer de raisonner les actions. Elles sont plus raisonnables, elles commencent à quitter un peu Voilà, donc ça réagit de façon épidermique. Hier, la clôture est absolument sans la moindre saveur, hein. Ça clôture ici, autrement dit, un truc comme ça, on passe même pas le gap sur le cash. Autant dire, aujourd'hui, on aurait pu réouvrir là et faire un gap baissier. Là, vous voyez que c'est pas du tout la thématique. Ils sont à 29,51. Donc là, c'est plutôt de dire, ok, super, on va ouvrir sous le sommet historique. Et aujourd'hui, on s'offre un sommet. Voilà. Donc c'est ça que Wall Street va s'offrir aujourd'hui. Est-ce qu'on invalide les scénarios vendeurs? Moi, pour ma part, la réponse est non. Pour moi, je n'invaliderai pas le scénario vendeur à la recherche du sommet historique, puisqu'on va clairement le faire. J'invaliderai à clôture au-dessus des 105%. C'est-à-dire que moi, je prends le range qu'on a fait ici. D'accord? Moi, une stratégie de range, c'est toujours comme ça, hein. J'essaie de vendre dans la zone rouge. Là, il n'y a pas eu de signaux de vente, mais je vous ai demandé de prendre un trade par là. D'accord? Pour essayer de voir s'il nous ferait un range. Le range 4 heures donc ne fonctionne pas, hein, on est bien d'accord. Pas de signaux, pas de range baissier. Donc voilà, c'est comme d'hab, c'est toujours non, c'était une correction baissière ici, hein, voilà, on a corrigé combien, voilà, donc là c'est de dire à Wall Street
putain, je vais y arriver. Voilà. À Wall Street, 7%. Non, non, ce n'est pas possible. Powell arrive en sauvetage. Hein. Donc, je vous ramène quand même le schéma. Donc, sauvetage Powell. Sauvetage Powell. Sauvetage Powell. Merci, monsieur Powell. C'est grâce à vous que les indices arrivent à monter. C'est bien la baisse du dollar attire donc les capitaux aux États-Unis. Rassurez-vous, ça ne va pas durer bien longtemps. Il y a un moment où la destruction du dollar, ça va surtout faire effondrer les valorisations boursières. Mais bon, ça c'est toujours pareil, c'est une question de temps. C'est-à-dire que moi je vois de la smart money qui fait plus rien sur les indices, parce que comme moi elle y comprend plus rien du tout en fait. Et je vois toujours ces flux entrants de fonds, ETF, 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 toujours les mêmes qui achètent. La réalité macro toujours dans le sens inverse, ou en tout cas très plate, très indécise. On n'a pas pricé les risques, donc on fait monter les prix, on prend des risques, on paye des profits qui seront peut-être pas là dans un an ou deux, et on paye 35, 40 fois les bénéfices sur certaines valeurs, sans problème. Donc allons-y, hein. Allons-y gaiement vers le sommet historique. C'est stupide, mais c'est comme ça. Donc je me fais chasser. Donc j'ai déjà cet ordre-là qui est chassé. Le suivant va pas tarder là. Hein, donc chassé à break-even. Donc les stratégies pour moi sont invalidées. Pour le trade qui reste là, lui, je mettrai son stop à 105. Dès qu'on va clôturer 4 heures au-dessus de 105, je laisse tomber. Tout simplement, ça voudrait dire qu'effectivement, on déborde, mais que le sommet historique est considéré comme accepté. Hein, parce que attention, on peut très bien se faire le même coup qu'ici. Hein, rappelez-vous, là, le 105%, il est là. On n'est jamais venu le chercher. Donc raison de plus, encore une fois, si ici vous aviez par exemple des scénarios vendeurs et que vous disiez ah ouais mais non mais le sommet historique dès qu'on l'atteint c'est qu'on va accélérer, non. Moi là je pense sincèrement qu'on risque d'aller faire hop le petit sommet historique, on va pas tenir en intraday, on va refluer mais on y va juste pour chasser des stops. Hein, voilà. C'est de dire il n'y a pas de volume. Regardez les volumes d'exécution, ils sont mais c'est le néant. Donc il ne se passe plus rien du tout. En fait, il y a du volume que quand ça baisse aujourd'hui. Donc c'est de dire, c'est quand même très dangereux. Le marché intéresse les gens quand ça baisse. Et d'un coup, le volume s'épuise et le fond cosmologique nous amène toujours vers l'achat. Donc, ouais, c'est bien. Mais alors attention, ça veut juste dire que le jour où ça va appuyer fort sur la pédale au sud, ça va faire très très mal. On va descendre la côte assez rapidement. Donc soyez toujours conscients de ces risques sur les liquidités. Je refuse catégoriquement tous les achats à Wall Street parce que je connais malheureusement trop bien ces marchés. Hein. C'est à raison 99% du temps, puis tu perds tous tes gains dans le pourcent qui reste. Et malheureusement, si tu es patient et que tu as tort 99% du temps, tu prendras des gros gains le pourcent de temps qui reste. Et pour moi, tout ce qui compte, c'est ce qui se passe à la fin des 100%. C'est là où on fait les comptes et c'est là où on regarde. Et je peux vous parier ce que vous voulez, que tous ceux qui jouent les acheteurs, ils ne vont pas regarder grand-chose dans la caisse à la fin. Alors que les vendeurs, on va se faire racler 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois au début. Et puis à la fin, c'est nous qui prendrons l'argent. Donc voilà, patience, méthode. Moi j'invalide donc le dernier trade qui me reste, hein, donc celui qui avait été pris, c'était où, je sais plus par là. Enfin bon bref, le trade de merde hein, que je vous avais dit, je le prends en gestion pour voir si jamais on a un range 4 heures. Là on voit bien que le range 4 heures ne fonctionne pas. Hein. L'invalidation du range pour moi c'est 105%, je tirerai clairement pas plus loin que ça. Et évidemment vous non plus. Donc au-dessus de 105% avec des clôtures 4 heures, c'est terminé. Il n'y a pas de structure, il n'y a tout simplement pas de structure. Merde, j'arrive pas à trouver mon mot. Il n'y a tout simplement pas de structure baissière. Voilà, c'est qu'à ce stade-là, tout simplement, toutes les nouvelles sont des bonnes nouvelles pour les actions. On vit dans le meilleur des mondes. Maintenant, je vous dis, on peut s'amuser sans problème. Hein, voilà, passer toute la journée aujourd'hui en sommet historique et demain, c'est re-gap baissier et ça va casser des culs. Donc attention à Wall Street. Je vous invite à être très très prudent. Pour moi, l'attaque de ce sommet historique se fait sur de très très mauvaises bases. C'est-à-dire que là, théoriquement, il n'y a rien qui nous permet d'aller à un sommet historique. Hein. Powell n'a pas du tout été accommodant hier, il a été neutre. Donc, un Powell neutre, c'est toujours la même chose, en fait, c'est-à-dire un message central qui n'est pas compris par les investisseurs, parce que les investisseurs ne font rien. Donc, ils décident de ne pas vendre. La Fed, elle fait rien. Et en même temps de ça, vous avez donc tout un tas de cons qui achètent un bon paquet d'ETF. On va aller regarder les volumes ETF, évidemment, mais je vous parie ce que vous voulez. Ça va être évidemment à l'achat à mort hier sur les ETF. Alors, est-ce que ça a décollecté hier sur les ETF ou est-ce que ça a acheté? Grand mystère. Allons-y, on va savoir dans 2 minutes. Évidemment, grosse collecte. On passe à 51 000. Bravo. Voilà. Donc, c'est toujours plus balèze, toujours plus fort, toujours plus loin. Hein. Donc, hein, vous voyez le rapport de force en fait, hein, qui est de dire à force relative, le S&P 500 hier prend 0,5%, le volume d'achat ETF sur une journée, hein, d'accord,
On va essayer d'aller chercher les valeurs. Voilà, donc sur une journée, un volume ETF en hausse de 4%. Voilà, là où l'indice, hein, d'accord. Alors pardon, ah mais non, 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 c'est n'importe quoi. Faut pas faire comme ça, je dis n'importe quoi. Comment on fait comment on fait euh, Alors, sac. À la limite, on va le coder. Alors. Ah non, je sais pas si ça va être intelligent de faire ça comme ça. C'est pas grave. Donc non, on va pas faire ça. Putain, comment je vais faire Voilà, on va faire comme ça. Hop. Donc, volume de TF. Day to day. D'accord, donc là on était à combien? 52 400. Alors 50 200. Putain, je vais y arriver. 240. Bon, on est à peu près là, hein, d'accord. Jusque là, donc hier c'est collecte 1,50% de hausse sur le volume global d'ETF investi. Merde. Il me l'a mis où? Ah, fuck. Putain, merde, je suis en train de tout foutre en l'air. Je suis en train de foutre ma template en l'air. Bon, je vais la recharger, hein, on va pas s'embêter. Bon, j'ai un peu foutu la merde, mais c'est pas très grave. Je sais pas comment passer ces putains d'échelles. Je peux pas l'envoyer à gauche. Bon, pas très grave. Non, pas. Tu veux pas aller là, toi? Non. Bon, allez. Bref, donc le principe c'est ça, donc 1,50% donc de hausse sur les volumes, alors que là on a donc hier simplement hein, sur le cash 1%. Donc 1,50, donc toujours pareil, surperformance. De toute façon, dès que vous voyez l'oscillateur ici monter, hein, ça montre toujours une chose, c'est que les ETF tirent la cote. Et quand ça baisse, c'est que les ETS sont en décollecte, d'accord, et qui font, pardon, hein, et c'est un oscillateur, hein, donc c'est en valeur négative. C'est que quand on est inférieur à 0 qu'il y a décollecte des fonds ETF, enfin des investissements ETF, plus rapide que la décollecte sur les indices. Hein, d'accord. Dans ce cas-là, les ETF tirent les indices à la baisse. On voit bien, hein, le zéro se situe là. On est très largement, effectivement, depuis un bon moment, dans des phases extrêmement positives. Et les ETF nous tirent très sincèrement à l'achat depuis le début de l'année. Donc encore une fois, bon courage, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les investisseurs particuliers font la bourse en fin de cycle et ça n'inquiète personne. Donc laissons faire le schéma et le terreau fertile de la bulle spéculative. Maintenant, je pense sincèrement qu'on se dirige vers un petit sommet historique qui va probablement échouer encore une fois. Bref, donc ici on a quand même eu un rejet assez classique et assez massif. Hein. Donc là ici la clôture s'est faite tout en bas ici. Tout le monde l'ignore bien évidemment. Hein. Donc un mois de mai carrément affreux. Hein. Ouverture en haut, clôture en bas. Normalement après un rejet de contexte, ça doit quand même alerter. Et ben non, on décide que le mois de juin sera beau et puissant et haussier et tout ce que vous voulez. Hein. L'essentiel est évidemment que, comme d'habitude, dès qu'il y a le moindre signal de vente, comme on a eu par exemple ici, hein, un mois de mai qui était quand même pas très bandant, eh bien évidemment, que se passe-t-il derrière? Le mois suivant doit être beau, il doit montrer la force, il doit montrer que les vendeurs sont faibles et qu'ils n'arrivent pas à tenir les mouvements, alors que les flux restent toujours en décollecte chez les professionnels. Donc ceux qui savent ce qu'ils font, ceux qui savent gérer les risques, se barrent des marchés, vont se mettre sur des actifs refuges. Ceux qui n'y comprennent rien prennent tous les risques du monde
parce que bah, ils n'y comprennent rien et que bah, voilà. Donc comment ça finit ces histoires-là? J'ai toujours l'impression que malheureusement la leçon ne passe pas. Et pourtant c'est simple, l'argent va toujours des professionnels, va toujours des particuliers aux professionnels. C'est pas une grande nouveauté et estimer que cette fois c'est un nouveau paradigme et que ça va changer et que les particuliers vont faire une révolution entre guillemets dans la finance, je vous souhaite bien des courages. Vous allez surtout créer une bulle spéculative dont vous serez probablement les plus gros perdants. Bref, donc encore une fois, patience, orientation de ces portefeuilles, logique. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt du Forex, qui me semble bien plus intéressant et en lien avec des réalités. Hein, d'accord. Donc le dollar se déprécie très clairement. L'USD-CAD, je passe en levier, mais à mort là-dessus, mais alors comme il faut. Hein, c'est-à-dire l'USD-CAD, j'ai bien vu le reflux ici. On est bien là sur un breakout qui se met en place en 4 heures. Donc là, breakout baissier 4 heures, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Contexte, tendance, contexte, bim, ça démonte tout, breakout baissier. Hein. Donc déjà hier, j'ai commencé à renforcer sévère l'USD-CAD. C'est tout ce que j'ai fait en fait théoriquement depuis la Fed. Donc l'USD-CAD, il faut y aller. Moi, j'hésite pas, j'y vais, je mets du blé. Levier, c'est parti. Donc pour moi, les scénarios dollars se lancent. Hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les ricains, mais là, ils vont se bouffer un breakout baissier 4 heures sur le DXY. Et ça, celui-là, ils ne vont pas l'arrêter. Donc on va voir, mais tout simplement, donc le rejet de la Fed, c'est bien, ça fait monter les indices. Quand on va péter les moyennes et qu'on va passer là-dessous en 4 heures, il y aura très peu d'objectifs haussiers. Hein. Je vous rappelle que tout ça, c'est tellement travaillé comme zone de prix que vous pouvez vous mettre tellement loin. Voilà, pour moi, tout ça, ça a été tellement travaillé que je me demande si on va même trouver un support à 95 sur le dollar si on devait lancer un breakout. Je pense tout simplement qu'on est parti en ligne droite hein, avec un truc un peu similaire comme ça. Donc oui, je pense que les expositions dollars, c'était le scénario. Oui, je vous le défends depuis un bon moment. Je surveille également AUDNZD hein, qui est donc venu chercher cette nuit le support que je vous avais identifié. Le premier support, j'ai pas de signaux, j'ai rien, donc je ne me positionne pas. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on aille là. Je vais vous montrer même, voilà, d'un point de vue technique, boom, breakout, target ici. Cette zone-là, je ne sais pas pourquoi je ne la sens pas. J'ai plutôt l'impression qu'on va aller taper celle-là et que c'est plutôt 1,043 qui sera payé. Donc, prudence. Après maintenant, si ça réactive, j'hésiterai pas à payer hein, le retour ici. Ça revient tester le canal de tendance sans aucun souci. Je repérais ce machin. Maintenant, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que voilà, on va, et comme d'hab, c'est la UDNZD, il va nous casser les couilles, puis il va remettre un coup de rein. Donc moi, je resterai très prudent et je préfère attendre donc l'approche de la zone target ici, où il me semble que c'est là qu'on a le plus de chance. On a identifié cette zone de volume. Voilà, donc je mettrai un petit peu plus de cluster technique vers la zone inférieure, puisque on a une target de break qui nous invite à être un petit peu plus patient. Tout simplement, je pense que voilà, tout le monde la voit en fait, cette trendline, tout le monde se dit allez super, on la paye, et c'est probablement pour ça d'ailleurs que ça ne paiera pas. Donc je préfère être, j'en sais rien, hein, par contre si elle tient et qu'on vient casser la résistance, j'hésite pas à y aller. Mais moi, si vous voulez, ce qui me gêne dans ce machin-là, c'est que la structure que je suis habituellement dans ce type de marché, c'est ça, c'est de dire, ok, premier contact, celui-là, ça a été fait sur un catalyseur, hein, donc comme vous voulez, mais c'est de dire, voilà, pour moi le canal c'est plutôt ça, et j'ai plutôt envie de dire, bah là c'est bien, on fait acheter les cons, on va les accumuler ici, et puis si ça va pas partir d'un coup en haut, là je serai prêt à breakout, mais si ça vient ici que ça hésite, je pense qu'ils vont nous remettre un coup de rein pour venir chasser dans la partie basse, proche de la target. Voilà. Donc bref, pour l'instant, la target, elle est là pour 50 bougies. Donc à horizon 50 bougies, je pense qu'il faut rester sur... Alors on est encore trop loin de cette target. Donc je dirais rester attentiste sur 50 bougies 4 heures. Autrement dit, il y en a encore pour un petit moment avant d'appuyer sur les boutons sur AUD-NZT. Il n'y a pas d'urgence quoi. Donc voilà, de toute façon pour ma part, hein, donc USD-CAD, revente sur le DXY et euro-dollar GBP USD, hein, no comment. Voilà, donc là ils ont tout fait encore une fois pour essayer de casser les couilles à tout le monde. Hein, GBP, bon bah voilà, la divergence, ça paye, on va retrouver un momentum positif et normalement on va rechercher très rapidement les zones résistantes qui sont très loin, hein, c'est 1,31, 1,32 et une fois qu'on sera là, bah voilà. Je pense que le rounding bottom commence à devenir évident. On va former enfin une structure de creux ascendant après des sommets ascendants. Autrement dit, je pense que cette fois, on a tout ce qu'il faut pour créer la structure d'accumulation et le breakout haussier derrière sur ce fameux GBP, c'est-à-dire revenir casser la moyenne mobile et former un range. Donc normalement, c'est doublé. Hein, voilà. On revient, je pense, derrière faire un plus haut. La moyenne va se réorienter à l'achat et derrière, tous les pullbacks vont être achetés. Et ici, on n'oubliera pas la prise de profit vers la zone 1,52 pour ma part sur ce truc-là. C'est un trade à moyen terme, hein, encore une fois. Mais je pense tout simplement que ça y est, la tendance GBP, elle va pas tarder à arriver. Voilà, là vous avez des signaux hebdomadaires sur un contexte hebdomadaire. Bon, no comment. Hein, voilà. Moi, là, ça peut prendre encore quelques semaines. Hein, on peut travailler cette zone-là parce que les ricains nous pètent les couilles et qu'ils ont, voilà. Mais pour moi, c'est trop tard. Les signaux sont là.
ils ne peuvent plus lutter, c'est trop tard, le dollar va commencer à se déprécier, qu'ils le veuillent ou non. De toute façon, les gérants commencent à acheter des obliges à plus en pouvoir. Donc voilà, il y a quelque chose qui ne va pas chez les Américains, si ce n'est le prix de leurs actions qui, eux, sont absolument magnifiques, fantastiques. Mais on paye des profits qui, sincèrement, donc, ne seront pas là, hein, puisque tout le monde voit donc une récession chez les professionnels, ou en tout cas les probabilités de récession commencent à sérieusement augmenter sur l'horizon 6 à 12 mois. Donc on va vers une récession, c'est ce que voient les professionnels, mais le prix des actions, eux, c'est non, non, nous on restera profitable, on va réussir à faire des profits, on ne sait pas trop comment, mais on va faire des profits. Donc voilà, bravo, hein, encore une fois, à la lecture fausse pour moi des actions, hein, qui revient à dire alors bah, aujourd'hui il n'y a plus aucun endroit pour faire du pognon parce que l'obligataire ça rapporte rien, donc bah, tout le monde est obligé de prendre du risque. Oui, mais non, encore une fois, quand on va vers une récession, c'est pas le moment de prendre du risque. J'ai même envie de dire le cash, même si on devait subir une inflation, sera toujours mieux à mon avis que les pertes boursières que vous pouvez prendre si vous êtes investi sur des grosses actions et surtout sur des techs. Voilà. Donc toujours pareil, être rationnel, pencher au prochain coup et se dire que avoir raison aujourd'hui, tout de suite, maintenant, c'est pas ça en réalité le trading, hein. Enfin si, mais alors certains vont vous dire ouais non mais c'est complètement con d'avoir raison en avance. Oui ben non, si, ça s'appelle orienter son portefeuille en fait. C'est-à-dire que si vous êtes toujours dans la réaction de ce qui est en train de se produire, vous n'êtes pas un trader en fait. Vous êtes au mieux un scalper, on va dire, mais un trader, c'est toujours une personne qui construit un scénario et qui anticipe, hein. Il y a une part d'anticipation obligatoire dans le trading, c'est ce qu'on appelle une gestion d'un portefeuille. Voilà, on anticipe que les besoins vont se prendre là, que l'économie va s'apprécier ou se dégrader, et voilà. C'est sûr que oui, la plupart du temps, l'investissement, ça se fait à l'achat, parce que, je vous l'ai toujours dit, si vous prenez un 10 ans, ou une échelle de 1 à 10, si vous devez octroyer des points entre la tendance haussière et les phases correctrices, c'est toujours quasiment 8 points de tendance haussière contre 2 points de correction et de marché baissier. Donc oui, évidemment, la plupart du cycle économique se passe à l'achat. Donc oui, la plupart des gérants sont des acheteurs, et évidemment, dans le cycle économique, il ne faut pas chercher des ventes. Mais c'est complètement con à la fin du cycle économique de chercher des achats. C'est pour ça que tous les gérants commencent à chercher très rapidement les options protectionnistes, comme le gold, des trucs comme ça. Voilà. Pareil, hein, ça je vous ai dit, j'ai pas hésité, j'ai renforcé, j'y vais comme il faut, hein. Le gold, ça y est, c'est leverage, on casse tout. Ça fait des mois, encore une fois, que je vous travaille ce scénario. Ça fait des mois que tout le monde me prenait pour un gland quand je parlais de tout ça, quand on était en bas. Est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Encore une fois, j'ai eu tort, on m'a lessivé et tout quand on était en train de se faire niquer par là, à acheter du gold. Ils ont tout fait, voilà, bah aujourd'hui, est-ce qu'on est au-dessus? Oui, largement, et les targets, elles sont où? Elles sont encore très loin. Alors là, on commence à atteindre les premières zones d'objectif, attention à ne pas être trop agressif, je pense qu'un pullback après dans le range risque de se mettre en place. Hein, de même que je vous dis, on peut voir des pullbacks sur l'euro-dollar et sur JBP, mais les tendances trop tard, c'est lancé, on vient de casser des obliques hebdomadaires et pas des petites. Et là, la Fed peut faire tout ce qu'elle veut, hein. La fuite des capitaux, elle est déjà en marche. On le voit bien, hein, ça décollecte sur le dollar, mais pour l'instant, bah, on voit bien en fait pourquoi les actions continuent de monter. Parce que les gérants ont déjà vendu leurs actions. Donc en fait aujourd'hui, qui possède les actions? Bah, c'est les particuliers. Donc c'est parfait, ils s'amusent, ils font les prix. Soit ils sont suffisamment nombreux pour continuer à alimenter leur bulle et ça continuera de monter, soit ils ont déjà tous acheté, il n'y a plus de cash, ça va retomber, et évidemment, dès qu'on cassera des supports, ils vendront, personne ne sera là pour acheter, et ce sera le carnage. Donc pour l'instant, voilà la domination pour moi du price action, hein, qui revient à dire, bah voilà, en fait, dès qu'on arrive sur résistance, il n'y a plus aucun volume. Les gérants ont probablement déjà orienté leur portefeuille sur des actifs refuges. Il reste que ceux qui ont envie de prendre du risque, qui tradent avec d'autres gens qui ont envie de prendre du risque, et avec des gens qui ont envie de prendre encore plus de risques. Donc c'est parfait, voilà, c'est un joli panel de gens qui ne veulent prendre que des risques. Je l'espère pour eux à très court terme. Malheureusement, ben pour la plupart, c'est pas le cas, hein. J'ai rien contre les gens qui font de l'intraday à l'achat, hein. C'est même totalement compréhensible. Mais il faut bien être conscient que si vous avez une stratégie à court terme, vous vous exposez au risque systémique beaucoup moins. Parce que bah voilà, il faut vraiment que le Black Swan vous tombe sur la gueule quand vous êtes en position, un truc comme ça. Ça peut vous arriver, hein, bien entendu. Moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est tous les particuliers qui se disent ouais, super, c'est le moment, allez, il faut acheter des actions, on y va. J'ai de l'épargne et je sais pas quoi en faire. C'est limite si je perds de l'argent en gardant de l'épargne. Donc je fais quoi? Bah, j'achète des actifs risqués. Voilà, c'est pas magnifique. Tu te mets à acheter quand justement les trucs vont s'effondrer dans pas longtemps. Bref, le schéma classique. Donc la Fed, c'est passé, le dollar donne ses signaux malheureusement en swing, donc je suis navré de vous le dire, mais c'est trop tard maintenant, enfin c'est trop tard. J'espère que vous aviez pris des trades spéculatifs. Maintenant pour moi il est temps d'être en levier sur l'ensemble de ces marchés. Hein, l'USD Yen pas encore, je pense qu'il y a encore une marge de progression, enfin une marge de range sur l'USD Yen, parce que je pense qu'ils vont taper fort sur le Yen dans pas longtemps.
Mais je pense que DXY, qu'on le veuille ou non, il y a un pullback qui va se mettre en place ici, hein, c'est-à-dire petite zone de travail, mais là tout simplement on repart sur des marchés fortement baissiers sur le dollar. Et là je ne vois pas de support théorique avant 94, hein, donc ça fait encore des grosses poursuites de 2,50 à venir avant de trouver le moindre support sur le dollar. Comme d'hab, c'était anticipé, hein, voilà, donc le squeeze va probablement se faire au sud. Et je pense initier une tendance baissière sur le dollar de long terme. Donc Trump, pour moi, est en train de rater son pari. Alors attention, j'ai dit ça pas mal de fois et à chaque fois, comme par hasard, il nous donne le signal et puis la semaine prochaine, on repart dans l'autre sens. Donc attention à ne pas se faire niquer encore une fois. Moi, sincèrement, je pense qu'ils nous ont fait le coup suffisamment, voire trop de fois, et que cette fois, ça marche tout simplement pas. Les signaux sont là. Je pense que les gérants choisissent l'option faible risque, c'est-à-dire qu'ils lourdent leurs actifs risqués en dollars. Pour l'instant, ils restent sur des obligues, mais voilà, je pense qu'à terme, la solution, ça va être le short selling, c'est-à-dire si sur le sommet historique, il y a des fonds de gestion qui commencent à décider, ok super, il y a plein de particuliers qui achètent, on a plein d'argent à faire, et qu'au lieu d'acheter, ils se mettent à vendre. Voilà, hein, c'est une question de volume entrant, hein, d'accord. Et donc les volumes entrants sont très spéculatifs et vous avez d'un côté des fonds spéculatifs, donc des professionnels, et vous avez en face de ça donc des spéculateurs non avisés, des particuliers qui comprennent rien, qui achètent des ETF. Donc c'est de dire, c'est bien, la danse est assez compliquée. Pour l'instant, les spéculateurs ne veulent pas se mettre contre la Fed. Et ok, le jour où ils vont décider de le faire, ils vont vendre à découvert face à des particuliers. Et là, ça ne va pas être joli. Bref, donc plus on monte, plus ça devient attractif pour un fonds spéculatif de se positionner vendeur. Et évidemment, tout est question de volume, hein. Plus on va monter, plus les volumes d'achat de particuliers vont être faibles. Les particuliers, ils vont pas se... Ils ont un montant d'investissement limité, hein. Voilà. Mais donc tant qu'ils restent en maître et en maîtrise du contrôle des prix, pour l'instant c'est eux qui font le prix et ils ont décidé que ça monterait pour vendre toujours plus cher avec toujours plus de cons prêts à acheter toujours plus haut jusqu'au jour où on aura trouvé le dernier con qui achètera le sommet du marché. What else? C'est à peu près tout. Je vais vous souhaiter du coup un bon week-end, profitez-en bien. Restez soft donc sur les différentes expositions, mais je pense que le Forex, il faut y être, hein, voilà, c'est de dire, pour moi, les scénarios sont en phase de validation. Attention, c'est pas encore validé, hein, mais c'est plus de dire, voilà, ça c'était ma validation. Pardon, pour moi, les scénarios sont validés, hein, c'est-à-dire que je vous ai dit, j'hésite pas sur toutes les paires en dollars à racheter tous les pullbacks. Hein, l'eurodoll, je vous l'ai donné l'autre jour, j'ai racheté, j'ai pas cherché à faire compliqué. GBP, j'ai pas déclenché, j'ai pas renforcé le GBP, mais j'ai tenu tout simplement, hein, c'est-à-dire que tout le monde me disait, mais t'es con, Phil, tu vas te faire arracher, non, hein, voilà. Donc le principe est de dire, donc ça c'était validation, d'accord, à la cassure de ce support, ici c'était validation du trade, donc là on commence à renforcer et on peut abaisser ses stops, c'est ce que j'ai fait. Ici on arrivera en étape de confirmation, c'est-à-dire le breakout, confirmation de la tendance baissière qui commencera à s'installer sur les différents time frames évidemment. Donc pour l'instant c'est pas gagné à 100%, attention à ce que la Fed n'essaye pas encore une fois de sauver in extremis du danger qui les attend. Moi je pense tout simplement encore une fois que la nature veut que quoi qu'il arrive, ça sorte de leur contrôle à un moment donné. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est le moment de la balance où ils perdent le contrôle? Ou est-ce qu'ils vont tenter un petit sauvetage et on perdra le contrôle comme ça, comme je vous dis, que début juillet? Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce stade-là, j'ai pas hésité à renforcer sur mes expositions au dollar. Cette fois, je suis vraiment leveragé. Autant avant, j'étais juste sur un levier spéculatif max plus, j'avais quand même des pertes qui auraient atteint probablement 7 à 8% si je me faisais racler, hein, donc j'étais bien plus qu'un levier spéculatif, parce que j'avais tout simplement une forte conviction et des signaux qui allaient avec. Là aujourd'hui je suis clairement en levier, hein, je vous mens pas, là c'est clair, c'est-à-dire que là l'eurodoll, hein, quand il prend 0,5, je prends pas 0,5 sur le capital, hein, clairement pas. Donc là, j'attends gentiment que le breakout se mette en place. Si on atteint les objectifs, hein, c'est-à-dire des baisses de 2,5 à 3% sur tout ce qui est corrélé dollar, je vais prendre ces 3% x 5, hein, voilà. Et par actif en plus, hein, voilà. Donc pour l'instant on va voir, donc attention, hein, j'y vais encore tout doux. Il me reste un renfort à faire évidemment quand le breakout se mettra en place. Pour l'instant j'en sais rien, mais je pense que donc la cassure de cette moyenne et de cette zone de support va arriver, et que quand elle va arriver, on va au moins reporter tout ce qu'on a fait au-dessus en dessous. Donc comme je l'ai dit, entre 94 et 94,50 pour des premiers objectifs vendeurs sur les paires en dollars.
Vous pouvez utiliser un DXY en fait tout simplement comme repère. Et je suis honnête avec vous, hein, sincèrement, quand on va réaliser ce breakout, si on devait le réaliser là en ligne droite, hein, parce que encore une fois, à part la Fed qui essaye de sauver le dollar, je vois pas comment on peut s'empêcher de la formation d'une tendance ici, donc d'un breakout, d'une cassure. Et ici, très sincèrement, je pense que c'est simplement l'endroit où on va former une divergence, hein. Ça fera probablement divergence, pullback, et je pense qu'on ira même encore plus bas que ça. Voilà. Hein, en termes de schéma structurel dans cette tendance, c'est clairement pas le genre de tendance sur lequel je vais rapidement prendre des profits, hein. Là, je vais laisser courir comme un connard sur le dollar. Et je vous dis, certains de ces trades, je vais probablement les tenir en trimestriel. C'est-à-dire que pour moi, le dollar ici, il est en train de former son sommet trimestriel qui va nous amener sur des niveaux beaucoup, beaucoup plus bas derrière, hein. Ça, c'est première target et je pense qu'on ira chercher des plus bas après explosion de la bulle Internet, hein. Voilà. Pour moi, on est similaire là-dedans, hein. C'est de dire le schéma, c'est bam, dollar ici, au revoir, merci. Et après, s'ils arrivent à renégocier leur traité, ils pourront éventuellement faire quelque chose. Mais tant qu'ils auront Trump au pouvoir et que les Chinois voudront taper dessus, et rassurez-vous, quand le dollar va baisser, les Chinois vont taper dessus, hein. C'est ça que je vous avais dit. Les Chinois, ils tapent pas tant qu'ils sont pas en avantage. Par contre, quand ils sont en avantage, mon pauvre, ils vont t'en mettre plein la gueule. Donc bref, hein, les Chinois ont montré leur force en réalité en ne faisant rien. Mais moi, c'est comme ça que je préfère, si vous voulez, la force du mec qui ne morde pas les biscottos, mais qui, quand il va te foutre à terre, va te mettre KO d'un coup, plutôt que l'imbécile qui monte les gros muscles, version Trump. Et qui en réalité va juste se prendre un gros coup qu'il n'a pas vu venir. Bref, voilà. Donc moi, c'était un choix, une orientation de portefeuille. Si ça se trouve, j'ai tort et c'est le gros biceps américain qui aura raison. Ils nous feront une belle guerre. Enfin voilà, j'en sais rien. Par contre, moi, je suis obligé de faire un choix. J'ai des signaux techniques. Je suis en accord avec mon choix. Voilà, l'avenir nous dira ce qui se passera pour les ricains. Mais moi, je ne vois pas un avenir très glorieux pour eux. Voilà. Allez, donc bon week-end. À lundi.